Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de backtest et plus précisément de backtest sur une stratégie utilisant une moyenne mobile. Ça va être le cas sur le Bitcoin et sur l'Ether. Cette vidéo, elle est issue d'une question qui m'a été posée dans les commentaires il y a quelques semaines et qui m'a été à nouveau reposée la semaine dernière. Donc je vais vous montrer ces questions tout d'abord et ensuite on va passer aux résultats de la stratégie. Alors c'était une question, vous la voyez à l'écran. Je voulais tester une stratégie uniquement sur un portefeuille Bitcoin en achetant au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc dès que le prix passe au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours, on achète et on revend si le prix clôture en dessous de la moyenne mobile, avec comme source le cours de clôture. Donc ça, c'était une première question qui m'a été posée avec la moyenne mobile 100. Et la semaine dernière, plutôt il y a 10 jours, une autre question qui m'a été posée cette fois-ci avec la moyenne mobile 50. Comme stratégie, j'utilise une simple moyenne mobile 50 en unité de temps daily. Est-ce que tu peux nous donner ton avis et éventuellement la backtester? Eh bien, c'est justement ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous montrer des backtests de stratégie sur moyenne mobile. Donc, on achète lorsque le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile. On va juste prendre la moyenne mobile simple, on aurait pu prendre l'exponentielle, on aurait pu prendre d'autres moyennes mobiles. Le but, c'est de rester simple. On clôture au-dessus de la moyenne mobile, on entre à l'achat. Et si le prix repasse en dessous de la moyenne mobile, on revend. Et on reste sur l'unité de temps daily et on se base sur des moyennes mobiles où la source est le cours de clôture. On aurait pu prendre comme source, par exemple, le HLC3. Donc, une fois, on va rester simple dans la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, au niveau des graphiques, vous le voyez sur l'écran. Ici, c'est le graphique du Bitcoin depuis 2016. J'ai choisi depuis 2016 parce que on va analyser le Bitcoin, on va analyser l'Ether, c'était un historique commun. J'aurais pu prendre 2013, mais j'aurais eu que le Bitcoin, pas l'Ether. J'aurais pu prendre 2020, mais j'aurais eu moins d'historique. Donc, il a fallu faire un choix. Et le choix, c'était de faire commencer les deux backtests que je vais vous montrer depuis 2016 sur le Bitcoin et l'Ether. Et évidemment, les résultats que je vais vous montrer sont basés déjà sur le passé. Donc, c'est pas parce que sur le passé, on a eu tel résultat que à l'avenir, on aura la même chose. Et de deux, c'est basé sur uniquement le Bitcoin et l'Ether. Ça peut être complètement différent sur une autre crypto-monnaie. Et même de 3, c'est basé uniquement depuis 2016. Si on change la date de départ à 2018 à 2020, on aura encore des résultats complètement différents. Tout ça pour vous dire que les résultats que je vais vous présenter, il faut vraiment les prendre avec des pincettes. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue. Et de toute façon, c'est le monde du backtest. C'est le monde de création et d'optimisation de stratégie où on doit à chaque fois essayer de trouver une stratégie qui a bien fonctionné, qui continuera à bien fonctionner, qui fonctionne sur la plupart des cryptos, sur la plupart des unités de temps, etc. etc. Et donc, trouver ça, c'est évidemment extrêmement difficile. Et le but, c'est, comme toujours, d'essayer de se spécialiser, soit sur uniquement le Bitcoin, soit sur uniquement l'unité de temps daily, soit en utilisant uniquement tel indicateur, etc. etc. Et ça, c'est ce que j'essaye de vous montrer au fur et à mesure de ces vidéos chaque semaine. Et à chaque fois, j'essaie d'insister sur un point bien précis. Et le point d'aujourd'hui, c'est tout simplement les moyennes mobile. Donc aujourd'hui, vous avez devant vous le graphique du Bitcoin depuis 2016. Sur ce graphique-là, j'ai tracé la moyenne mobile en bleu. Et donc, c'est une moyenne mobile 100. Donc là, je vais répondre à la première question qui était la moyenne mobile 100. Mais les résultats sur la moyenne mobile 50, vous allez également pouvoir les voir. Et en fait, d'ailleurs, vous allez voir tous les résultats entre la moyenne mobile 4 et la moyenne mobile 100. J'ai tout fait varier. Donc, vous allez voir des backtests sur la moyenne mobile 5, 6, 7, etc. jusqu'à la moyenne mobile 100. Vous avez le graphique du prix du Bitcoin. Je vais juste, par exemple, zoomer ici sur 2018. On voit bien que ici, il y a des flèches vertes et des flèches rouges. Lorsque le prix passe en dessous de la moyenne mobile, on vend. Lorsqu'il passe au-dessus de la moyenne mobile, on rachète. C'est vraiment le but de la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est sur le Bitcoin. Sur l'Ether, on a la même chose. Vous voyez, par exemple, si je zoome, on va prendre cette fois-ci 2021-2022. On a la moyenne mobile bleue. Dès qu'on passe en dessous, on vend. Dès qu'on repasse au-dessus, on achète. Donc, c'est vraiment tout bête. Il n'y a pas d'autres conditions plus que ça. On aurait pu rajouter des conditions de filtre, on aurait pu rajouter des croisements de moyenne mobile, on aurait pu rajouter plein de choses. Moi, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est uniquement des croisements entre le prix et la moyenne mobile. Et donc, pour ce faire, je vous ai sorti un certain nombre de backtests. Donc, vous avez, vous le voyez, 4 échantillons, on va dire, le premier, le deuxième, etc., etc. Le premier échantillon va essayer de trouver la moyenne mobile qui va donner la meilleure performance sur le prix du Bitcoin et le prix de l'Ether depuis 2016. Le deuxième
va essayer de trouver la moyenne mobile, en tout cas la période de la moyenne mobile, le meilleur réglage, paramétrage, qui va minimiser le drawdown. Le troisième, c'est le ratio de Sharpe, donc grosso modo, ça mesure le rendement divisé par le risque. Plus le ratio est élevé et mieux c'est pour la stratégie. Ça ne veut pas dire que la stratégie va plus performer, ou ça va pas forcément être les paramétrages qui vont donner le drawdown le plus faible. C'est ceux qui vont donner le meilleur ratio. Et ensuite, en quatrième point, on a des filtres qui ont été appliqués dessus. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va essayer de voir les résultats. On va commencer tout simplement avec ici les paramétrages qui donnent la meilleure performance sur le Bitcoin depuis 2016. Donc vous le voyez sur l'écran, on a une légende ici à gauche. Ce qu'on voit en gris, c'est le prix du Bitcoin. Donc ça, vous le connaissez. On a 4 courbes. Hein. En gris, c'est le prix du Bitcoin. On a en jaune, c'est la performance d'un portefeuille qui n'aurait pas fait cette fois-ci du buy and hold, mais qui se serait basé sur la moyenne mobile 100. C'est-à-dire, encore une fois, on achète lorsque le prix du Bitcoin est au-dessus de la moyenne mobile 100 et dès qu'il repasse en dessous, on revend. C'est la courbe jaune, c'est la courbe avant optimisation. Donc, on voit que cette courbe jaune, dans l'ensemble, a des résultats assez mitigés en fonction de la période où on regarde. Par exemple, si on regarde au bout des 7 ans, entre 2016 et 2023, on voit que la courbe jaune est au-dessus du buy and hold. Donc, elle fait mieux que le buy and hold. Mais si on regarde, par exemple, ici, sur 2019, elle fait moins bien que le buy and hold. Vous voyez d'ailleurs que de 2017, 2018, elle fait tout le temps moins bien que le buy and hold. Et ensuite, elle commence à repasser au-dessus dès que le prix baisse fortement. Tout simplement parce qu'on est repassé sous la moyenne mobile à 100 périodes. Le prix continue de baisser, mais on est en dehors du marché. C'est par exemple ce qu'on voit ici. Vous le voyez, ici on repasse sous la moyenne mobile 100. Alors là, je passe un peu de temps sur ce premier graphique pour bien vous expliquer les tenants et les aboutissants. Sur les autres graphiques, je vais aller beaucoup plus vite puisque ça sera toujours la même logique. Donc là, on repasse sous la moyenne mobile 100. La moyenne mobile 100, il faut imaginer qu'elle est là, mais qu'on ne la voit pas. Tout simplement parce qu'on voit que la courbe jaune ici, elle est plate. C'est-à-dire qu'on n'est plus positionné, c'est-à-dire qu'on est en stablecoin. Donc, logiquement, le prix est passé sous la moyenne mobile 100. Le prix continue de chuter, mais la stratégie, elle est neutre. Là, on a à nouveau une petite baisse. Pourquoi? Parce qu'on a un petit pump. Le prix passe au-dessus de la moyenne mobile 100. On achète, mais il repasse directement en dessous. On revend, on accuse une perte. À nouveau une perte, etc., etc. Donc, on voit qu'utiliser la moyenne mobile 100, la courbe jaune, c'est pas une stratégie optimale. Ok, à la fin, on surperforme, mais on est quand même passé par pas mal de chemins. Et là, on regarde uniquement la performance, mais est-ce que finalement, en se basant sur la moyenne mobile 100, c'est si intéressant si on regarde le drawdown? On va le voir après. Mais il faut vraiment regarder plusieurs critères lorsque vous utilisez une stratégie. Il faut regarder la performance, ça c'est un point. Il faut faire mieux que le buy and hold idéalement, mais il faut aussi faire moins de drawdown que le buy and hold. Il faut avoir un meilleur ratio risk-reward que le buy and hold, etc., etc. Et on peut appliquer comme ça des dizaines de filtres, des dizaines de paramétrages pour essayer d'avoir une stratégie solide, optimale, la backtester sur plein d'unités de temps, la tester en réel, faire des simulations, etc. J'aurai l'occasion de vous présenter tout ça dans les prochaines vidéos qui vont sortir ces prochaines semaines. N'hésitez pas à me poser vos questions justement sous les vidéos si vous voulez que je parle d'un point précis d'analyse, mais évidemment c'est beaucoup trop long pour en parler dans une seule vidéo. C'est pour ça que dans chaque vidéo j'essaie de vous parler d'un point précis. Ensuite on a la courbe rouge. La courbe rouge c'est la pire optimisation, donc c'est la pire moyenne mobile. En l'occurrence ici c'est la moyenne mobile 10. Si vous prenez une moyenne mobile 10 et que vous vous basez dessus pour acheter et vendre vos bitcoins, bah vous allez faire bien moins que le buy and hold. Vous voyez, à la fin, vous faites moins bien. Dans l'ensemble, ça suit pas mal le buy and hold, bien que ici, ça accuse quand même pas mal de retard, tout simplement parce que le retard, on l'a accusé dès le début, on partait mal, donc on part avec un handicap, mais l'handicap qui est toujours maintenu, parce que la moyenne mobile 10, finalement, c'est très proche du prix. Donc, lorsque le prix monte, on est très vite positionné, lorsque le prix baisse, on ressort aussi très vite de position. Par contre, bah, lorsqu'on a des phases où le prix monte d'un coup, ou bien des phases où le marché est neutre est un peu difficile à traiter, bah, c'est là où l'handicap se crée. Et donc là, vous voyez, après la baisse, la moyenne mobile 10 reprend le relais sur le buy and hold, tout simplement parce que bah, on a réussi à sortir de position assez vite et le prix continue à baisser. Et d'ailleurs, on le voit, la différence avec la rouge et la jaune, c'est quoi? C'est que la jaune, c'est une moyenne mobile 100, elle est moins réactive, donc on met plus de temps à sortir de position, alors que la rouge, on met moins de temps. Par contre, elle est très proche du prix, donc lorsque le prix range comme ici, on monte, on redescend, on monte, on redescend, et on a plein de faux signaux.
Contrairement à la courbe ici jaune où c'est plat, on essaie quelques trades, c'est à nouveau plat, ici en fait on fait qu'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, puisque le prix il tourne autour de la moyenne mobile 10. Donc c'est vraiment la pire optimisation. Et ensuite on a la courbe verte. La courbe verte c'est la meilleure optimisation, c'est la période 44. La moyenne mobile 44 sur le Bitcoin, c'est celle qui donne les meilleures performances. Attention, c'est basé sur le passé, ça ne veut pas dire que ce sera le cas à l'avenir, c'est basé depuis 2016 et c'est basé sur l'unité temps daily. Il faut prendre en compte toutes ces considérations, évidemment. Donc voilà, la moyenne mobile verte, on voit que là aussi, lorsque le Bitcoin pump, ça fait moins bien que le Bitcoin. Par contre, lorsque le Bitcoin consolide ou retrace, là, elle commence à reprendre le relais et on le voit d'ailleurs depuis 2022, le Bitcoin fait que chuter, la moyenne mobile 44 résiste un petit peu et rebondit aussitôt. Donc finalement, la moyenne mobile 44, c'est un juste milieu entre une moyenne mobile trop rapide comme la 10 et une moyenne mobile trop lente comme la 100. Voilà par rapport à ce premier graphique, j'ai passé un petit peu de temps dessus. On va aller maintenant sur les suivants un petit peu plus vite. Donc là, on va faire la même chose et on va aller sur l'Ether. Alors juste, je vous mets ça à l'écran. Ici, vous avez tous les résultats. Vous voyez que par rapport ici aux résultats, la pire moyenne mobile, c'est la 10. Alors, il y a un moins devant tout simplement parce que c'est codé en Python. En Python, les paramètres sont des tuples. Ça se met entre parenthèses. Quand c'est exporté en CSV, les parenthèses se transforment en moins. En fait, moins 10, c'est 10, c'est la même chose, peu importe. Donc, la moyenne mobile 10, c'est la moyenne mobile qui performe le moins. Si on descend, celle qui performe le plus, on voit bien que si on retrouve la 44. Et il y a quand même un ratio assez élevé, hein. On passe de 6000 au triple. On est à plus de 19 000 de performance. Donc clairement, il y a une différence très très importante là-dessus. Alors ici, je vous ai mis d'autres données à titre indicatif. Le max drawdown, on voit que la moyenne mobile 10, elle a 71% de max drawdown. C'est mieux que le buy and hold. Le buy and hold du Bitcoin depuis 2016, on est plus aux alentours des 85%, voire même un petit peu plus. Donc ça fait mieux en termes de max drawdown. Par contre, en termes de perf, c'est pas le cas. Si on descend sur la meilleure moyenne mobile, elle a un drawdown que de 56%. Ça reste élevé, bien évidemment, mais c'est bien moins que le Bitcoin. Donc, on voit bien que la moyenne mobile 44 est finalement pas si mal. Alors, ici, il y a d'autres ratios. Il y a le ratio de Sharpe qu'on va voir tout à l'heure. Je vous ai mis également le ratio de Sortino. On va pas l'étudier aujourd'hui. Il est assez stable, vous voyez, c'est tout le temps 0,12, 0,13, 0,14, grosso modo. Et ensuite, on a la VAR, la value at risk, pareil, c'est assez stable. On passe de moins 25, moins 26, moins 27... Grosso modo, on est sur ce range-là, donc ça va pas nous donner beaucoup d'indications, c'est vraiment très très stable pour le coup. La VAR, la value at risk, qui est également un indicateur extrêmement intéressant, je pense méconnu, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le résultat, max drawdown et le ratio de Sharpe. Donc vous avez ici tous les paramétrages, hein. La pire, c'est la 10, ensuite c'est la 19, ensuite c'est la 9, ensuite c'est la 20. Donc on voit que dans les pires performances, on a un petit peu de tout, vous voyez, on a même du 75, on a même du 6, alors que dans les meilleurs, on est plutôt sur la même zone, et c'est ça qui est rassurant, on a du 44, 42, 45, 43, 50, 49, 46, donc grosso modo, prendre une moyenne mobile entre 45 et 50 semble assez intéressant sur le Bitcoin. Mais attention, c'est sur le Bitcoin depuis 2016, et j'insiste là-dessus, parce que maintenant, on va basculer sur l'Ether, et les résultats vont être différents, tout en étant logique. Donc ici, on voit clairement qu'il y a une moyenne mobile qui sort du lot. C'est la moyenne mobile 24, c'est la courbe en verte. Vous voyez que la moyenne mobile 24, ici, elle suit le cours de l'Ether. Et ensuite, quand l'Ether corrige, elle est tout de suite hors de position. Et ensuite, elle se repositionne très très vite. Donc la moyenne mobile 24 surperforme très largement l'Ether. Alors, est-ce que ça a du sens que la moyenne mobile 44 soit la meilleure sur le Bitcoin et la 24 soit la meilleure sur l'Ether ? En quelque sorte, oui, parce que l'Ether est plus volatile, donc il faut être plus réactif pour prendre position et sortir de position. Donc il faut un paramétrage plus rapide. Et donc prendre 24 au lieu de 44 est plus intéressant. Mais déjà là, vous voyez un problème, c'est que lorsque vous sélectionnez une moyenne mobile, vous n'allez pas vous dire, bon, je vais prendre la 44 sur le Bitcoin, je vais prendre la 24 sur l'Ether. Là, vous optimisez sur le passé. Il faut essayer de trouver une stratégie qui résiste à tout, qui fonctionne sur le Bitcoin, qui fonctionne sur l'Ether, qui fonctionne sur l'unité de temps daily, mais qui fonctionnera potentiellement aussi dans le futur. Et ça, c'est beaucoup plus complexe et il faut faire des études approfondies sur l'analyse des données pour essayer de sortir des bons paramétrages. Je vous le dis tout de suite, mais je vais vous spoiler la fin de la vidéo. Une stratégie basée uniquement sur une moyenne mobile, évidemment, n'est pas intéressante. Sinon, ça se saurait. C'est une stratégie extrêmement simple, mais n'oubliez pas que la moyenne mobile, c'est pas un indicateur miracle. Ça ne fait que suivre le prix. Donc, ça fonctionnera à certains moments, sur certaines périodes, et ça fonctionnera beaucoup moins bien à d'autres moments pour d'autres périodes. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc là, pour revenir au graphique de l'Ether, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a une moyenne mobile 24 qui
clairement surperforme l'Ether. On a également la pire moyenne mobile qui est la moyenne mobile 6 en rouge. Vous voyez, c'est catastrophique la moyenne mobile 6. Ici, d'accord, ça suit le prix de l'Ether, mais ensuite, ça fait des zigzags dans tous les sens. Et il y a un paramètre aussi à prendre en compte et que vous ne voyez pas directement à l'écran, c'est les frais. Parce que plus vous prenez une moyenne mobile courte, plus vous allez avoir de transactions. Et donc, plus vous allez payer de frais. Et donc, plus ça va détruire vos performances. Dans les résultats que je vous affiche ici, c'est des résultats nets de frais. Donc, je prends en compte le slippage et je prends en compte les frais de Binance. Mais si vous ne prenez pas en compte ça, bah, évidemment, vous aurez des résultats faussés parce que vous allez peut-être vous dire que la moyenne mobile 6, elle n'est pas si mal, les résultats sont intéressants. Mais lorsque vous allez appliquer les frais, vous allez peut-être perdre 20%. 30% de la performance. Et là, ça va être beaucoup moins intéressant. Donc, prenez tout le temps en compte les frais, quitte à les majorer. Au lieu de prendre, par exemple, des frais de 0,1%, prenez des frais de 0,15, de 0,20, etc. Mais les frais sont vraiment importants. Et donc, plus vous allez avoir une moyenne mobile courte, plus vous allez avoir de trades et donc plus vous allez avoir de frais. Et ensuite, on a la courbe jaune, la moyenne mobile 100. Pour revenir à la question qui m'a été posée sous une vidéo YouTube, bah, la moyenne mobile 100 sur l'Ether, elle n'est pas incroyable finalement. Là, elle surperforme l'Ether, c'est la courbe jaune. Là, elle sous-performe l'Ether, c'est la courbe jaune. Là également, elle sous-performe l'Ether. Là, elle fait pareil que l'Ether. Là, l'Ether baisse, donc pour l'instant, elle garde le capital. Mais ensuite, quand l'Ether repump, bah, la moyenne mobile 100, vous voyez qu'elle a du mal. Pourquoi elle a du mal? Bah, c'est simple, c'est une moyenne mobile qui est quand même assez en retard sur le prix. Et lorsque vous avez des baisses violentes et des rebonds directement violents ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le prix aura beaucoup chuté pour revenir au niveau de la moyenne mobile 100. Il aura peut-être perdu 20%, 30%, 40%. Là, on sort de position parce qu'on est repassé sous la moyenne mobile 100, mais on sort en position une fois que le prix a fait moins 30%. Et ensuite, il faut attendre de repasser au-dessus de la moyenne mobile 100 pour être en position. Et donc là, évidemment, ça fait accuser une perte alors que finalement l'Ether est entre guillemets revenu à son point de départ. Donc voilà par rapport à l'Ether. Je vous mets quand même le fichier CSV à l'écran. Donc on retrouve la pire moyenne mobile, c'est la 6. On a un range ici, vous voyez, des moyennes mobiles élevées. C'est normal, l'Ether est plus volatile, il faut être réactif. Et donc, toutes les moyennes mobiles, 94, 93, 95, 98, 99, sont pas bonnes du tout. Par contre, ici, en regardant les meilleures moyennes mobiles, on a un range assez intéressant. Tout comme avec le Bitcoin, on avait un range entre 45 et 50. Là, on a plutôt un range entre 20 et 25, vous voyez, 21, 22, 25, 23, 24. Donc, intéressant. Intéressant en se basant uniquement sur la performance. Maintenant, on va quand même se baser sur le drawdown, parce que drawdown est important. Alors, je vais me remettre sur le fichier CSV que je viens de fermer. Vous le voyez que la pire moyenne mobile a un drawdown de 62%. La meilleure a un drawdown de 54%. La différence n'est pas énorme, ça reste quand même des drawdowns élevés. Mais au milieu de tout ça, bah, on peut aussi trouver des drawdowns bien plus faibles. Et donc, le but, c'est d'essayer d'optimiser en fonction du drawdown également. On va commencer avec le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, ici, en se basant sur le drawdown, on a un résultat évidemment différent. La pire optimisation, c'est la moyenne mobile 7, c'est la courbe en rouge. Donc vous le voyez par exemple ici, ça suit grosso modo le prix du Bitcoin. C'est très proche, parfois c'est au-dessus, parfois c'est en dessous. C'est très proche. Bah, forcément, c'est une optimisation qui n'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'une moyenne mobile 7, c'est très réactif. Et le Bitcoin, on sait qu'il a perdu 85% de drawdown. Donc si on suit fortement le Bitcoin, bah on va aussi subir logiquement son drawdown. Si on regarde avant optimisation de la moyenne mobile 100, bah là pareil, en termes de drawdown, on va le voir tout à l'heure dans le fichier CSV, c'est peut-être correct, mais c'est en tout cas beaucoup mieux que la moyenne mobile 7, moins bien que la moyenne mobile 26. Attention ici, je raisonne bien en drawdown et pas en performance, parce que vous voyez ici qu'à la fin, la moyenne mobile 100 donne de meilleures performances que la moyenne mobile 26, la courbe en vert. Elle donne de meilleures performances, mais elle a aussi un drawdown plus élevé. Et l'enjeu, c'est tout ça. C'est d'essayer de trouver des paramétrages. Là, je vous parle sur un exemple extrêmement simple de moyenne mobile. Mais le but d'une stratégie de manière générale, c'est de trouver les meilleurs paramétrages entre meilleur drawdown, meilleure performance, meilleur ratio risk-reward, meilleur ceci, meilleur cela. Et c'est là, encore une fois, toute la complexité du métier. Donc voilà par rapport à la moyenne mobile 7, voilà par rapport à la moyenne mobile 26. On voit que la moyenne mobile 26 est pas si mal sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que là, ça suit pas mal le prix du Bitcoin. Ici, on est en dehors du marché. Ici, on surperforme. La courbe verte est au-dessus. Là, on revient à peu près au niveau du prix du Bitcoin. Et là, on est à nouveau au-dessus. Bon, les résultats, encore une fois, ne sont pas non plus incroyables. J'aurai l'occasion de vous montrer dans les prochaines vidéos des stratégies qu'on utilise et vous allez voir que les courbes sont quand même beaucoup plus intéressantes que ça, beaucoup plus stables, beaucoup plus résilientes, beaucoup plus robustes. Là, on n'y est clairement pas. Voilà pour le Bitcoin. Je vais essayer d'accélérer un petit peu la cadence, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Cette fois-ci, sur l'Ether, qu'est-ce qu'on voit? La pire optimisation, c'est 96. La meilleure optimisation, c'est 4 en termes de drawdown. Et ensuite, on a
avant l'optimisation, c'est 100. Donc vous voyez qu'une moyenne mobile 100 en termes de drawdown, c'est quasiment le pire, sachant que le pire est pas loin en dessous, c'est 96. Donc la moyenne mobile 100 sur l'Ether est clairement pas intéressante de manière générale, mais également ici en termes de max drawdown. Et donc ici, je vous mets également les tableaux, les fichiers CSV. Vous pourrez mettre la vidéo en pause si ça vous intéresse. Je vais assez rapidement. Vous voyez que sur le Bitcoin, le pire paramétrage donne un max drawdown de 76%. C'est un peu mieux que le buy and hold du Bitcoin qui a plus de 85%. C'est un peu mieux, mais au niveau du compte, on n'y est toujours pas. On peut quand même faire bien mieux que ça. Et le meilleur paramétrage donne un drawdown de seulement 50% au lieu de plus de 85%. Donc encore une fois, c'est pas mal. Mais attention, là, on optimise en fonction du drawdown et pas forcément en fonction de la performance. Vous voyez, il y a peut-être un juste milieu à avoir. Est-ce que finalement, prendre une moyenne mobile, je sais pas, 45 ici est pas mieux? Parce qu'on augmente légèrement le drawdown, on passe de 50% à 57%. Mais on augmente aussi beaucoup plus la performance. On passe de 11 000 à 17 000, soit environ plus 50%. Donc, il y a un juste milieu, encore une fois, à avoir. Le but, c'est pas de prendre toujours le meilleur paramétrage dans un critère donné, mais d'essayer de trouver un combiné de bons paramétrages. Ici, sur l'Ether, on va faire la même chose. Le pire paramétrage nous donne quand même un max drawdown de 76%. C'est énorme pour une performance de 36 000 seulement. Et le meilleur paramétrage nous donne une performance de 160 000. Donc beaucoup plus, mais en plus de ça, on a un meilleur max drawdown de seulement 52% contre 76. Et donc là aussi, on peut se demander, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux aller chercher d'autres paramétrages? On avait vu tout à l'heure sur l'Ether qu'on avait un range assez intéressant entre 20 et 25. Si on enlève finalement cette moyenne mobile 4 qui n'est pas terrible finalement, elle est un peu perdue toute seule, et que on passe légèrement au-dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, par exemple, qu'on a une moyenne mobile 21, 26, 27, 23, 25, 24. On retrouve le range de tout à l'heure. Mais les performances sont quand même beaucoup mieux. Parce que la moyenne mobile 4, c'est celle qui donne le meilleur drawdown. Mais en fait, on reste sur la même plage de drawdown. Grosso modo, ici, on est peut-être à 52,1. Ici, on est peut-être à 52,3, etc., etc. Mais si on enlève cette dernière ligne, on se rend compte que prendre la moyenne mobile 21 peut-être est beaucoup mieux. Parce qu'on a un drawdown sensiblement identique, pour autant la performance est bien mieux. On passe de 160 000 à 794 000. Donc il semblerait que sur l'Ether, une bonne moyenne mobile soit une moyenne mobile située encore une fois sur ce range-là. C'est ce que nous indiquait tout à l'heure le filtre en fonction de la performance. C'est ce qu'on a également mettre en fonction du drawdown. Prendre une moyenne mobile par exemple 25 semble tout à fait cohérent sur l'Ether. On va maintenant continuer avec le ratio risk-reward, le ratio de Sharpe. Cette fois-ci sur le Bitcoin. Déjà avant optimisation, la moyenne mobile 100 a un ratio risk-reward assez correct. Mais on peut faire mieux. Le meilleur, c'est la moyenne mobile 42. C'est marrant parce que tout à l'heure, souvenez-vous, en termes de performance, on avait la moyenne mobile 44. Donc on retrouve sur le Bitcoin à peu près le même range, souvenez-vous, vers les 40, 50 à peu près, grosso modo. Et la pire optimisation, on retrouve une pire optimisation de 10. Là, je vais un peu vite. Je passe cette fois-ci sur l'Ether. Sur l'Ether, la pire optimisation, c'est 92, grosso modo comme tout à l'heure. Dès qu'on est vers les 100, c'est vraiment pas terrible. Et la meilleure optimisation, on retrouve à nouveau ce fameux range de 20-25. Cette fois-ci, la meilleure optimisation, c'est 23. Et là, on a un graphique, pour le coup, tout de suite beaucoup plus aguicheur, beaucoup plus intéressant sur l'Ether. Si on regarde la courbe verte, vous voyez que la courbe verte ici suit la performance de l'Ether. Par contre, ici, ça performe beaucoup mieux. On a clairement une très bonne optimisation avec un paramétrage 23. On est bien au-delà de la performance de l'Ether. Si on prend une moyenne mobile 100, c'est pas terrible. Si on prend une moyenne mobile 23, la performance est beaucoup mieux. Donc là, on va aller prendre le fichier CSV. Bon, on va pas prendre celui du Bitcoin, on va aller directement à celui d'Ether. Qu'est-ce qu'on a? Comme pire optimisation, on a un range ici vers les 50, 60. Mais ce qui nous intéresse, c'est les meilleures optimisations. Et on retrouve à nouveau ce range de 20-25. Alors, c'est assez logique, c'est normal, c'est parce que ce range-là donne la meilleure performance, mais c'est aussi parce qu'il a un drawdown plus faible, et donc ça donne un ratio risk-reward meilleur. Les trois données sont plus ou moins imbriquées, donc c'est à peu près normal qu'on retrouve toujours les mêmes valeurs sur les trois simulations que j'ai faites. Évidemment, l'idée, c'est de filtrer avec d'autres données que la performance, le max drawdown et le ratio de Sharpe. Là, je vous ai mis ça parce que c'est ce qui est assez connu. Il y a des outils quand même beaucoup plus avancés. Encore une fois, j'aurai l'occasion de vous les présenter dans les prochaines vidéos pour essayer de ne pas avoir toujours les mêmes informations, des informations redondantes sur lesquelles on se base. Mais bon, on retrouve ici, encore une fois, la même tranche entre 21 et 26. Et on voit que la moyenne mobile 23, elle a 1 million de perfs, seulement 52% de drawdown et elle a le meilleur ratio de Sharpe de 1,96, sachant que la pire a seulement 1,54. Donc, il semblerait, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent,
que la meilleure moyenne mobile sur l'Ether, c'est 23. Encore une fois, il faut prendre un range entre 20 et 25. Entre 20 et 25, c'est pas mal. Si on part cette fois-ci rapidement sur le Bitcoin, il faut plutôt privilégier une moyenne mobile vers les 40-50. Vous voyez, on retrouve ici 50, on a du 45, du 42, du 44. C'est les valeurs qui tombaient à peu près tout le temps tout à l'heure. Alors là, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup moins de lignes cette fois-ci sur le fichier du Bitcoin, alors qu'on est censé backtester de la moyenne mobile 4 à 100? En fait, c'est simple, c'est qu'on peut appliquer des filtres maintenant sur les backtests. Parce que, et c'est justement le quatrième point, c'est ce qu'on va voir, avoir la moyenne mobile 50 qui est la meilleure ou la 20 qui est la meilleure, etc., bah, c'est bien, mais on se retrouve vite à avoir un fichier à rallonge. On ne sait pas quoi regarder. Donc le but, c'est de filtrer en amont de faire ces simulations-là. Par exemple, comme filtre tout bête, on peut se dire, j'ai envie uniquement d'afficher les paramétrages qui font mieux que le buy and hold. Bah oui, parce que je ne vais pas essayer de prendre un paramètre qui fait moins bien que le buy and hold. Mon but, c'est de surperformer. En parallèle, j'ai aussi envie d'avoir des paramétrages qui font mieux en termes de max drawdown et qui ont aussi un ratio de Sharpe meilleur que le buy and hold, etc., etc. Et là, vous allez peut-être passer d'un range de valeurs entre 4 et 100 à un range de valeurs qui va être composé peut-être que de 5 valeurs, 6, 7, 8, et donc filtrer dedans et donc choisir le bon paramétrage dedans va être beaucoup plus simple parce que votre fichier va contenir beaucoup moins de lignes. Et donc, c'est ce que j'ai fait sur ce graphique-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai exclu tous les paramétrages qui vont donner une performance moins bien que le buy and hold, un max drawdown moins bien que celui du buy and hold et un ratio de Sharpe moins bien que celui du buy and hold. Et donc, on se retrouve avec quoi? Eh bien, on se retrouve avec ces nouveaux paramétrages. Bon, on a sensiblement les mêmes résultats que tout à l'heure parce que les meilleures optimisations qu'on avait tout à l'heure faisaient mieux que le buy and hold, avaient un meilleur max drawdown. Mais dans les pires optimisations, on n'a plus comme tout à l'heure, on les a exclus évidemment, donc on a moins de lignes. Et donc là, on voit que la pire optimisation qui respecte tous les critères que je viens de vous donner, c'est 16, une moyenne mobile 16. Donc on voit bien que sur le graphique, la moyenne mobile 16 a une meilleure performance que le buy and hold. Et si on voit la courbe rouge, grosso modo, on peut aussi en déduire que le max drawdown est plus faible que celui du buy and hold. Vous voyez que le buy and hold ici perd beaucoup, alors que la moyenne mobile 16 est plus ou moins stable. Mais c'est la pire optimisation. La meilleure, c'est encore une fois, comme tout à l'heure, la moyenne mobile 44. On va ouvrir le fichier CSV. Vous voyez, là, on a beaucoup moins de lignes. Donc, la pire optimisation, c'est 16. La meilleure, c'est 44. Et donc, on voit bien que si on prend toutes ces optimisations, à chaque fois, on a une performance meilleure que celle du buy and hold, un drawdown meilleur que le buy and hold et un ratio de Sharpe également meilleur que le buy and hold. Et donc, on retrouve le fameux range entre 44, 42, 45, etc. On peut faire maintenant la même chose sur l'Ether et on obtient ce graphique. La meilleure optimisation sur l'Ether, cette fois-ci, c'est 24. Tout à l'heure, on avait 23. Bon, c'est la même chose, hein, on est sur le même range 23, 24. La pire, c'est 11. Et avant optimisation, on avait 100. Et donc, vous voyez, par rapport à la question qui m'a été posée sur YouTube, est-ce que utiliser une moyenne mobile 100, c'est bien? Est-ce qu'utiliser une moyenne mobile 50, c'est bien? On a tout de suite, maintenant, un peu plus de réponses là-dessus. On peut plus argumenter. On comprend bien que prendre une moyenne mobile 100, c'est clairement pas intéressant. On le voit sur le graphique pour toutes les raisons que j'ai évoquées au sein de cette vidéo. Prendre une moyenne mobile 50, c'est pas mal. Mais c'est pas mal sur le Bitcoin. Sur l'Ether, ça l'est beaucoup moins. Et donc aussi, il faut regarder les filtres. Parce que prendre une moyenne mobile comme ça en se disant ça peut faire l'affaire, oui, c'est sûr que si on n'a absolument aucune connaissance en trading, qu'on ne sait pas quel indicateur utiliser, pourquoi pas prendre une moyenne mobile? Mais attention, prendre une moyenne mobile, c'est aussi le risque de sous-performer le buy and hold. C'est ce que vous voyez à l'écran. La moyenne mobile 100 ici, elle fait moins bien que le buy and hold. Alors oui, peut-être que le max drawdown est meilleur que l'Ether, mais il ne sera pas meilleur de beaucoup. Mais vous prenez aussi le risque de sous-performer. Donc, lorsque vous faites des stratégies aussi simples soient-elles, faites bien attention à ne pas vous dire « je prends de toute façon juste une moyenne mobile, c'est extrêmement simple, je risque rien, je filtre et voilà ». Oui, vous allez peut-être pas vous faire liquider si vous faites du spot, mais vous prenez quand même des risques derrière de faire moins bien que le buy and hold. Et c'est un manque à gagner. Et donc, c'est, entre guillemets, de l'argent perdu. Parce que si on se met en 2016 et que vous achetez de l'Ether, quelqu'un qui achète de l'Ether et qui fait rien, aujourd'hui, malgré que l'Ether ait subi des drawdowns extrêmement élevés, continue à avoir une meilleure performance que quelqu'un qui trade avec une moyenne mobile 100 et qui a moins de drawdown. Donc c'est vraiment important lorsque vous tradez et lorsque vous suivez des stratégies de connaître tous les tenants et les aboutissants de cette stratégie, d'avoir toutes ces données vraiment en tête parce que au fur et à mesure du temps, vous allez peut-être être surpris, être déçu de la stratégie en question. Donc voilà par rapport à l'Ether, encore une fois, la meilleure moyenne mobile, c'est la 24.
c'est basé sur le passé, évidemment. Ça ne veut pas dire que sur le futur, ça sera le cas. Et c'est basé depuis 2016, encore une fois. Ça ne veut pas dire que c'est le cas depuis 2018 ou depuis 2020 ou depuis 2022. Et donc là, lorsque j'ouvre le graphique sur l'Ether, on voit qu'on a déjà beaucoup plus de lignes. On a, en filtrant avec le max drawdown, en filtrant avec le buy and hold, on a plus de moyennes mobiles qui respectent les critères sur l'Ether que sur le Bitcoin. Et donc, si on descend, encore une fois, on retrouve notre fameux range entre 21 et 26 grosso modo, où on a un drawdown entre 52 et 57% et une très belle performance. Donc voilà par rapport à cette vidéo, par rapport au backtest de moyenne mobile. J'espère que vous y voyez plus clair par rapport à ça. N'oubliez pas qu'on propose également une stratégie au sein de CryptoTrader. Vous avez le lien en description. Si vous voulez suivre une stratégie bien meilleure qu'une stratégie de buy and hold, où vous prenez ensuite le risque de sous-performer le marché, où vous prenez ensuite le risque d'avoir un drawdown trop élevé, nous on vous fournit déjà une stratégie clé en main. Si vous avez une plateforme d'échange, vous pouvez vous connecter à notre stratégie. Et c'est une stratégie qui surperforme le buy and hold. C'est une stratégie qui a un drawdown qui est plus faible que le buy and hold, qui a un meilleur ratio risque-rendement et qui a évidemment bien d'autres critères qui sont mieux. Je ne les ai pas présentés dans cette vidéo, je vous ai montré en plus le ratio de Sortino et la value at risk, mais il y en a évidemment d'autres. Et c'est une stratégie qu'on vous propose clé en main, beaucoup plus complexe. Évidemment, on n'utilise pas juste une moyenne mobile. C'est une stratégie à laquelle vous allez vous connecter, mais en fait, ce qu'il faut vous dire derrière, c'est que c'est une multi-stratégie. Il y a plusieurs stratégies qui vont composer cette stratégie et chacune des stratégies est extrêmement complexe avec plein d'indicateurs utilisés dedans. Donc évidemment, c'est beaucoup plus évolué que une simple moyenne mobile que ce que je vous ai montré à l'écran. Tout simplement parce que vous l'avez vu, une moyenne mobile, ça fonctionne pas. Une stratégie sur moyenne mobile, ok, vous allez peut-être pas vous faire liquider, mais encore une fois, vous prenez le risque d'avoir une performance moindre. C'est vrai que l'avantage, c'est que vous allez avoir un drawdown plus faible que le buy and hold en utilisant une moyenne mobile, quoique c'est pas toujours garanti en fonction de l'unité de temps et de la période de temps dans laquelle vous allez utiliser la stratégie, mais dans tous les cas, il y a de fortes chances que vous sous-performez le buy and hold. Et donc nous, on vous propose une stratégie clé en main. Le lien est dans la description. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo ou nous contacter par email. Je rappelle bien évidemment que lorsque vous laissez des commentaires sous les vidéos, essayez toujours de les laisser sous la dernière vidéo que je poste parce que lorsque je prépare les vidéos suivantes, je vais simplement sur la dernière vidéo pour lire les commentaires et y répondre. Et c'est justement ce que je vais faire dès à présent avec des questions qui m'ont été posées sur la précédente vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo-là, 1 mois, 3 mois, 1 an après sa sortie, pensez bien à venir poser votre question sous la dernière vidéo qui a été publiée, vidéo qui traite de stratégie algo et pas forcément les vidéos d'analyse technique de Romain. Donc normalement, c'est des vidéos que je poste tous les vendredis et ça me permettra de voir beaucoup plus facilement les commentaires que vous postez. Donc voilà par rapport à la stratégie qu'on vous propose, encore une fois, le lien est dans la description. Maintenant, je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées sous la précédente vidéo. La vidéo, je sais, commence à être longue, mais il y a eu quand même pas mal de questions qui ont été posées, donc j'ai pas non plus envie de regrouper ça dans une FAQ ou dans une vidéo un peu indigeste. Donc j'essaye de compartimenter ça de vidéo en vidéo, même si vous le voyez à l'écran, je commence à prendre un petit peu de retard sur les questions. Alors la question qui était proposée par Nick du 92, c'est: peux-tu nous montrer ta configuration du RSI est-elle la même en fonction du time frame? La réponse va être extrêmement rapide. Ma configuration sur le RSI, c'est un RSI de période 29. J'utilise un RSI de période 29 sur toutes les crypto-monnaies. Alors pourquoi 29? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 10? Il a bien fallu faire un choix. De base, le paramétrage du RSI, c'est 14. Je trouvais que c'était un peu trop réactif, que ça donnait beaucoup trop de faux signaux. Donc j'ai préféré augmenter la période. Maintenant, pourquoi pas augmenter jusqu'à 50? Là, le problème, c'est que c'est trop lent. Et donc, on passe à côté d'opportunités. Et donc, je trouvais que 29, c'était un juste milieu au niveau du RSI. Et donc, c'est un paramétrage que j'utilise déjà depuis quelques années. Maintenant, est-ce que vous devez prendre 29? Est-ce que vous devez prendre 28, 30, 31, 27? Franchement, on chipote, c'est exactement la même chose. Ça va varier dans certaines petites conditions assez subtiles, surtout parce que je le mélange avec d'autres indicateurs. Mais prendre un RSI 30, par exemple, fait déjà très bien l'affaire. Ou même le RSI de base 14 est pas non plus dégueulasse. Voilà par rapport à cette question. Une autre question qui m'a été proposée par Dima. Pour essayer, je viens d'ajouter l'OBV et le graphique est quasiment pareil que le RSI. Du coup, je vois pas pourquoi l'OBV est complémentaire au RSI. Comme en version gratuite, nous sommes limités à un indicateur que constitue en complément d'Ishimoku et RSI. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ishimoku, c'est un indicateur normalement qui est censé être complet, qui n'est pas forcément censé être utilisé avec d'autres indicateurs. Donc, utiliser le Ishimoku et le RSI, je trouve que ça fait un petit peu doublon pour le coup. Moi, je suis pas spécialement fan d'Ishimoku, pour autant, c'est pas un indicateur
pourri. Il a des avantages, il a des inconvénients comme plein d'indicateurs. Moi, je préfère quand même beaucoup plus utiliser le RSI. Maintenant, pour revenir à la première partie de ta question, Dima, tu trouves que l'OBV et le RSI sont pas vraiment complémentaires parce que ça évolue de la même façon. Attention, peut-être que ça évolue de la même façon sur une certaine unité de temps, sur une certaine période, pendant une certaine durée, mais ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps le cas. Et surtout, ce n'est pas les mêmes données qui sont utilisées derrière. D'un côté, tu as le RSI qui se base sur le prix et de l'autre côté, tu as l'OBV qui se base sur le volume. Donc, tu as deux choses qui sont totalement différentes. Bien évidemment, il y a un lien entre le prix de clôture et le volume, mais c'est quand même deux choses qui restent différentes. Donc, c'est assez logique que les graphiques se ressemblent plus ou moins parce que quand le prix baisse fortement ou que le prix monte fortement, on a un pic de volume et donc l'OBV soit le soustrait, soit l'additionne et donc ça fait beaucoup bouger l'OBV. Lorsque le prix stabilise, le RSI stabilise et les volumes sont faibles et donc l'OBV bouge moins. Et donc tout ça, c'est assez logique que l'OBV et le RSI ont plus ou moins les mêmes courbes, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Je trouve que les évolutions entre l'OBV et le RSI sont quand même assez différentes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est pas juste je regarde et je vois que ça évolue de la même façon. Ce qu'il faut se dire, c'est comment sont construits les indicateurs. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que lorsque je vous fais des vidéos, par exemple sur l'OBV, le CCI, etc., j'essaye de vous montrer sur quoi sont basés ces indicateurs-là pour que vous compreniez que c'est pas parce que vous voyez la même chose que derrière, c'est réellement la même chose. Non, il y en a un qui est basé sur le volume et un qui est basé sur le prix de clôture. Et donc, ça fait que c'est complémentaire et que c'est complètement différent. Donc voilà par rapport à ta question, Dima. De manière générale, si vous avez des questions, posez-les dans l'espace sous la vidéo. C'était tout pour cette vidéo, un petit peu longue, j'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère que vous aurez surtout des retours à me faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout dites-le moi dans les commentaires pour que je le sache. Je sais que parmi vous, évidemment, il y a cette fameuse majorité silencieuse qui regarde les vidéos, qui les apprécie, qui laissent des likes de temps en temps, mais qui ne mettent pas forcément un commentaire. Mais les commentaires, je les lis et ça fait toujours plaisir. Donc, mettez un simple commentaire, un merci, c'était top, c'était bien, ou bien même, j'ai rien compris, c'était nul, c'était pourri. Mais donnez au moins votre avis. C'est important que je sache votre avis parce que ça va me permettre de faire les prochaines vidéos. Notamment la vidéo d'aujourd'hui. Elle a été faite parce que vous m'avez posé des questions dessus, ça m'a inspiré pour en faire une vidéo. Donc faites-moi vos retours là-dessus. Si vous ne faites aucun retour, je ne pourrai pas savoir les vidéos que vous attendez, que vous appréciez pour en faire davantage. Et évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like sous la vidéo, ça ne vous coûte rien, ça aide au soutien et ça me permettra aussi de continuer à vous fournir d'autres vidéos de ce type-là ces prochaines semaines. La prochaine vidéo, ça sera vendredi prochain sur cette chaîne YouTube. Il y en aura une mardi sur la chaîne du Journal du Coin, vidéo d'analyse technique, et vendredi sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à les suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à vendredi prochain sur cette chaîne YouTube.